Notre dernier conférencier, c'est Marc Roux. Il est professeur associé à l'École d'urbanisme et durabilité de l'UNBC. Il est planificateur enregistré professionnel. Il a commencé à travailler donc dans les projets financés. C'est une approche basée sur les données probantes en Colombie-Britannique. Donc, pour une conception sans obstacle, nous souhaitons la bienvenue à Marc. Merci beaucoup pour cette présentation et comprend une bonne prononciation de mon nom de famille. Mais avant de commencer, je me reconnaître que je me joins aujourd'hui à vous depuis le territoire traditionnel des Lady à Prince George, où je suis un invité non invité depuis 2016. Comme on l'a mentionné, je m'appelle Margot, je suis professeur agrégé à l'École de planification et de durabilité de UNBC. Je suis un homme blanc, j'ai des cheveux foncés bruns, une longue barbe en ce moment et je porte des lunettes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la recherche que je fais depuis un moment de concert avec mes partenaires en regardant du tourisme de plein air et des aspects récréatifs ruraux et éloignés. Ce travail s'est déroulé au cours des 5 dernières années en partenariat avec Spinal Cord Injury BC et son initiative Access BC. Les fondements conceptuels dont je parlais proviennent du travail de Mike Oliver qui a établi le modèle social du handicap. Et après avoir brièvement parlé de ces concepts, je vais parler du processus de faire cette révision et je vais partager avec vous certaines de nos conclusions. Ici, sur le diapo, on voit un monsieur plutôt âgé qui porte les lunettes avec une barbe. Mike Oliver est un sociologue britannique, défenseur des personnes handicapées, professeur d'études sur le handicap. Et tout au long de son travail dans les années 80-90, Oliver s'est montré très critique à l'égard de ce qu'il considérait comme une pratique sociétale inexacte et déresponsabilisante consistant à attribuer à la source du handicap à une personne à sa fonction corporelle et à sa déviation perçue par rapport à la fonction d'un membre soi-disant normal de la société. Il a critiqué cette vision médicalisée du handicap ou le modèle médical du handicap sur plusieurs points. Tout d'abord, il a dit que le modèle médical du handicap déroule d'une vision problématique selon laquelle l'incapacité d'une personne à accéder à certains endroits comme un terrain de jeu ou réaliser une certaine activité, comme on a vu dans la présentation précédente, provient d'une fonction manquante et diminuée à raison de déficiences corporelles plutôt qu'à une conception, un ensemble d'attitudes qui crée des espaces qui incluent certaines personnes et en incluent d'autres. Il a également suggéré que le modèle médical était basé sur une théorie de la tragédie personnelle, selon laquelle les personnes handicapées étaient nécessairement victimes des circonstances et que, donc, prochaine diapo. Comme alternative au modèle médical du handicap, Oliver plutôt a défini ce qu'il appelait pour la première fois un modèle d'oppression sociale du handicap. Plutôt que de considérer les personnes handicapées comme des victimes désemparées d'une tragédie, Olivier les considère comme des acteurs autonomes chargés de créer et de mener une vie épanouie. Plutôt que de croire en l'inexistence d'un membre normal de la société, il voyait des populations comme un continuum dans lequel il y avait simplement une gamme naturelle de différents besoins fonctionnels, et plutôt que la déficience d'une personne mm, soit la raison de sa propre exclusion, il a fait valoir que l'exclusion était le résultat prévisible de la création d'une société où on doit prendre des décisions en fonction des attitudes alors que d'autres choses ne sont pas accessibles à d'autres. Dans le cadre du projet La Nature pour tous, nous avons voulu explorer comment ces points de vue sur l'accessibilité pouvaient être représentés surtout dans la planification, conception et la gestion de nos espaces naturels extérieurs. Dans cette littérature, nous avons donc examiné la question, réalisé un examen de la portée, qui est une approche de recherche qui essaie de répondre à une question non pas en collectant de nouvelles données primaires, mais par le biais d'une enquête ou d'entretien, dans ce cas-ci, la recherche académique. Il y a bien des égards. Je dirais, dans notre cas, ce que nous voulions faire, c'est reprendre certaines des questions fondamentales posées par Olivier il y a plus de 40 ans et regarder la littérature pour voir ce que nous aurons appris sur l'accessibilité dans le contexte spécifique du tourisme et des espaces de loisirs basés sur la nature.
Surtout, cela nous intéressait parce qu'à ce moment-là, on avait reconnu que le contact avec la nature est très important pour les bienfaits spirituels et physiques et pour tous dans la société, que tous aient vraiment la possibilité de profiter de ce bien-être. Alors, on a posé une question assez simple, alors qu'on avait en même temps étudié la littérature. Finalement, quels sont les principes, normes, lignes directrices et politiques utilisées dans l'évaluation et la conception d'espaces de tourisme et de loisirs de plein air accessibles? Lors de la réalisation de cette étude exploratoire, plutôt que de chercher d'inclure des études de manière organique par le biais d'un outil tel que Google Scholar, on définit à l'avance des bases de données. Pour vous assurer que votre étude soit prévisible et transparente, il y a également à droite, vous voyez ce tableau qui montre plusieurs cases qui indique comment nous passons d'environ 1800, nous sommes passés de 1800 études, nous les avons examinées pour identifier ce qui était pertinent à notre question et ce qui n'était pas pertinent. Et finalement, nous avons réduit ça à 41 études qui étaient directement pertinentes pour notre question d'examen, surtout dans un contexte de nature, et également donc un contexte qui était éloigné de l'environnement urbain. Et nous avions mis l'accent sur la population qui comprenait des personnes vivant avec un handicap, mais on s'intéressait également aux bienfaits, aux avantages que ceci donc amène pour beaucoup de membres de la société. Donc, pour revenir sur notre thème, il me semble que dans cette partie de la solution, on peut parler de conférence, on peut parler de solution. On voulait savoir quel serait le point de départ pour la solution et comment la littérature permettait donc d'aborder la question d'accessibilité pour tous à la nature. On a élaboré un diagramme qu'on voit ici et encore une fois en 3 diapos. C'est une carte finalement des concepts clés qui sont indiqués comme des cases et des bulles ici, reliées avec des flèches et des lignes, dans le but d'identifier comment la littérature conceptualise l'accessibilité dans les espaces ruraux éloignés. Je n'essaierai pas de décrire toutes les relations saisies ici, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le modèle social du handicap est une approche importante, bien que loin d'être universelle, de la compréhension de l'accessibilité et que justement ici, il y a reconnaissance de discussions très larges sur les barrières sociétales qui limitent peut-être l'accès euh, aux espaces de récréation. C'était déjà saisi dans bon nombre de discussions que j'ai écoutées au cours de cette conférence. À ces barrières vont des infrastructures physiques comme la conception des sentiers, des toilettes, mais également la reconnaissance de certaines choses qui ont été mentionnées ici, telles que la conception, la prestation des programmes d'interprétation qui reposent entièrement sur la consommation visuelle des espaces naturels, excluant ainsi ceux qui ont une expérience sensorielle différente de la nature. La participation à la nature et en particulier la capacité d'autodétermination dans cette poursuite ont été présentés comme l'objectif principal du travail d'accessibilité. Donc, je crois que la littérature est alignée sur les présentateurs qui ont présenté ici, bien que cela corresponde étroitement au travail original d'Oliver et à de nombreuses autres recherches sur l'accessibilité. Les spécificités de l'importance de l'accessibilité dans les espaces naturels sont apparues dans une littérature plus récente qui liait l'accessibilité non seulement à une question d'équité en matière de santé, mais spécifiquement à une question d'accès équitable au contact avec la nature dont a parlé le premier conférencier, aux bienfaits réparateurs que le contact avec la nature peut apporter. Golan and colleagues. This Appuyant suggests sur la définition de Rigolon et ses collègues, cela suggère que les personnes impliquées dans la gestion des espaces qui détiennent des services écosystèmes liés à la santé, comme nos parcs nationaux, devraient tenir compte de l'accessibilité, non seulement comme une question d'inclusion sociale, mais aussi comme un facteur potentiel de, et je cite, disparité dans le résultat de santé causé par un désavantage social ou économique et leurs causes profondes comme la pauvreté et la discrimination. Diapo suivante. Sont une équipe composée d'urbanistes, de chercheurs en santé publique, encore une fois, c'est pertinent au thème de la séance, euh, s'est intéressé non seulement à ce que la littérature sur la façon dont l'accessibilité des espaces naturels est conceptualisée, mais les solutions mises en œuvre pour lutter contre l'exclusion due aux
obstacles. Si vous regardez à nouveau ce diagramme global de conception qu'on utilise dans la littérature, on voit que si la participation aux espaces naturels est l'objectif normatif pour l'accessibilité, la littérature identifie et conceptualise en fait trois possibles solutions qui permettent d'habiliter cette participation. Tout ceci a alimenté et donc nous a permis d'établir quels sont les obstacles auxquels font face les personnes, leurs familles et possiblement les aidants. Diapo suivante. Donc, la première de ces voies met l'accent sur la solution comme adaptation personnelle et on met l'accent sur les changements individuels de comportement. Souvent, on doit développer des technologies d'adaptation. Je crois que ça a été bien démontré tout au long de la conférence. On le voit ici à l'écran. C'est-à-dire la personne peut utiliser un vélo de montagne adapté dans un milieu extérieur. Mais cette voie reconnaît également et que la littérature reconnaît, c'est qu'il y a la capacité, les avantages des défis personnels, de la croissance et de l'autonomisation, c'est-à-dire pouvoir utiliser ces technologies d'appui pour aller dans des environnements plus difficiles. Mais également la littérature met en évidence ces problèmes d'équité qui peuvent en survenir dû aux charges disproportionnées en termes de temps, finances, autres que pèsent sur les individus et ce qui est nécessaire pour avoir accès aux technologies adaptatives. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que on a dit au cours de cette conférence, qu'est-ce qui nous permet de surmonter ces questions d'équité. Et la deuxième voie, identifiée dans la littérature, fait allusion à ce qu'on appelle un aménagement structurel. Donc, cette voie met l'accent sur des changements structurels apportés aux environnements physiques. Parfois, il y a le besoin d'apporter des changements aux environnements de service, mais dans ces cas-ci, c'est axé sur un segment précis de la population. Cette voie identifie, plutôt en évidence le problème, la nécessité de réduire des obstacles qui présentent à une participation. Mais ici, encore une fois, met en évidence les problèmes d'équité liés à la création d'aménagements structurés qui créent un groupe d'autres utilisateurs ou visiteurs. On le voit ici à Prince George, avec l'image à la droite de notre édifice de création de design. C'est un des plus récents édifices. Néanmoins, à l'entrée, il y a des escaliers, il y a également une rampe pour tenir compte des besoins autres. Et ça a été une source continue de discussion où on peut faire mieux pour ce qui est du design universel dans la communauté. Et enfin, la dernière voie dont on a parlé dans la littérature reconnaît l'opportunité et la conversation qui doit se poursuivre sur l'incorporation de la conception universelle dans ces contextes ruraux de nature. Et on voit ça à la droite, c'est-à-dire les couloirs accessibles ici dans le forêt, très ancienne forêt à Prince George. Et ici, on ne veut pas de toute manière créer des obstacles, plutôt on crée des solutions qui peuvent accueillir toutes les personnes de façon égale dans leur société. On n'investit pas dans des solutions qui créent différentes catégories d'utilisateurs ou de visiteurs. Diapo suivante. Et enfin, et là, on peut s'attaquer directement au thème d'innovation et de solutions, ce qui nous a vraiment intéressés. Alors qu'on a fait l'examen de la littérature, surtout par le biais des lois sur l'accessibilité à l'échelle provinciale et fédérale. C'est tout aspect de ce que nous pourrions faire en matière de recherche pour mieux comprendre les développements et la mise en œuvre des normes d'accessibilité dans ces espaces ruraux et éloignés. Diapo suivante. En fait, on était assez étonnés. On a commencé avec plus de 1800 études. Dans notre étude, pour identifier 6, on a trouvé que 6 qui abordent ces normes. Et dans la plupart des cas, il fallait également entamer une audit d'accessibilité à un lieu. Il fallait utiliser un ensemble de normes définies. Ce qu'on ne voyait pas dans la littérature, c'est de la recherche qui étudiait le travail en collaboration qui se fait déjà chez, par exemple, le groupe de travail
travail canadien sur les normes accessibles, on ne pouvait pas identifier un point de mire sur l'évaluation longitudinale des destinations pour voir si des améliorations ont été apportées à ces endroits. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on n'a pas pu identifier des études où on travaille avec des gens qui avaient une expérience vécue, des personnes vivant avec un handicap pour voir si ces normes permettent d'améliorer le sentiment d'inclusion et permettent d'améliorer l'accès à ces endroits. Et finalement, ma conclusion, on demande ce que nous pourrons en apprendre de la littérature sur l'accessibilité dans les espaces ruraux et de nature. Ça peut être certainement être pertinent au thème d'innovation et de solutions. Je crois qu'il faut dire qu'il n'y a pas de manque de concepts qui sont identifiés dans la littérature qui portent sur l'accessibilité, y compris la conception universelle que beaucoup d'entre vous connaissez. Mais on a noté cependant qu'il y avait un croisement entre les concepts de la planification environnementale, les services d'écosystèmes et des choses qu'on voit souvent dans la conservation, la gestion de la conservation. Ça ne se fait pas beaucoup. Donc, il semble y avoir le besoin de faire plus de travail pour voir les points de chevauchement entre ces domaines, surtout au niveau de la planification des endroits où il y a possibilité d'avoir conservation, accessibilité et tout ensemble. Donc, il y en a beaucoup qui reconnaissent que l'accessibilité à la conception universelle semble être une menace à l'accessibilité. J'estime que ce n'est pas corroboré, c'est un vieux concept. Il me semble qu'il existe beaucoup de solutions possibles où on doit mettre l'accent sur les limites de cette barrière. Et il faut faire beaucoup plus de travail pour voir dans quel sens les pratiques d'accessibilité et d'équité peuvent être intégrées. Et comme on a vu justement dans cette forêt à Prince George, comment on peut créer de telles structures. En Colombie-Britannique, on voit comment la conservation et l'accessibilité peuvent aller de pair. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager ça avec vous. Je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment éclairant. C'était formidable. Encore beaucoup de travail à faire encore. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre vos questions et d'y répondre, mais nous allons recueillir les questions reçues et ensuite on va vous les envoyer pour vous donner l'opportunité d'y répondre.